Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. On se retrouve à l'extérieur, je refilme avec la petite caméra. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de podcast comme ça avec la petite caméra. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de mon apprentissage du japonais, mais aussi et surtout du portugais. Puisque en octobre l'année dernière, j'avais dit sur cette chaîne que je commençais à apprendre le portugais et j'avais commencé à faire des vidéos hebdomadaires, donc une vidéo toutes les semaines hebdomadaire. Si je fais une vidéo quotidienne, des vidéos quotidiennes, c'est tous les jours et hebdomadaire, c'est toutes les semaines et après c'est mensuel ou annuel. Et donc je faisais une vidéo par semaine pour expliquer mon avancée du portugais et au bout d'un moment, j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté, c'est mauvais signe pour mon apprentissage. Mais aujourd'hui, je voulais vous donner un peu plus de détails sur mon apprentissage de ces deux langues. Je pense que c'est intéressant puisque ça parle de l'apprentissage des langues. Bien évidemment, je ne vais pas parler spécifiquement du français, mais plus de mon approche de l'apprentissage et de ma propre expérience finalement, qui est sûrement très similaire à la vôtre. Et qui, moi, m'aide aussi en tant que professeur de français à comprendre les difficultés des étudiants et les besoins qu'ils ont dans leur apprentissage. Donc, pour commencer, je me suis pris des notes. Pour commencer, comment est-ce que j'ai commencé à apprendre les deux langues ? Donc, le point de départ de tout ça, c'est le japonais. C'est que à l'école en France, on apprend deux langues étrangères et en général, on fait anglais, espagnol. Anglais en première langue, espagnol en deuxième langue. Et personnellement, j'ai jamais été fantastique en langues étrangères. En espagnol, j'étais particulièrement mauvais et en anglais, je me débrouillais parce que j'avais la chance de souvent voyager, notamment en Écosse. On avait des amis écossais et du coup j'allais souvent en Écosse chez eux l'été. Donc j'avais beaucoup d'opportunités pour pratiquer et j'aimais beaucoup tout ce qui était la culture américaine, le skate, le rock'n'roll des années 2000, Linkin Park, tout ça. Donc finalement j'avais un pied j'allais dire dans la culture anglaise, mais dans la culture anglophone assez facilement. Et donc pour ça, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pu avoir un niveau en anglais correct, même si ça a pris beaucoup de temps et même si je n'avais pas particulièrement envie d'apprendre des langues à l'école. Et du coup, pourquoi est-ce que je me suis retrouvé à apprendre le japonais ? La raison est assez simple. Depuis jeune, depuis que j'ai 10-11 ans, je pense, je lis des mangas, je regarde des animés. Bon, pas de manière très intensive, mais j'ai toujours aimé ça. Et avec ma femme, pour notre premier grand voyage, on hésitait entre plusieurs destinations. Et moi, il y avait deux pays que je voulais voir, c'était le Canada ou le Japon. Et finalement, on s'est dit pourquoi pas le Japon, en sachant que ma femme avait rencontré une amie japonaise dans un stage linguistique, donc un stage pour apprendre l'anglais en Angleterre. Et c'est un peu ce qui nous a fait aussi choisir le Japon, parce qu'on s'est dit, on va pouvoir voir Mariko à Tokyo, notre amie Mariko à Tokyo. Et donc là, c'est la raison, c'est pour ça qu'on est allé pour la première fois au Japon en 2020, en fin janvier 2020, donc juste avant le Covid. Et pendant ce voyage, on est tombé amoureux du pays. Et en rentrant, on a commencé à apprendre le japonais. On a commencé sans forcément avoir de grandes ambitions. Et je pense que pendant 1 an, on faisait un cours de japonais par semaine, un cours de 1h, 1h30 je crois, dans une école à Paris, l'Institut japonais à Paris. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé dans l'apprentissage des langues. C'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre comme ça à l'Institut de Paris, 1h30 par semaine. Et petit à petit, je me suis dit,
ça a quand même l'air compliqué cette histoire et j'ai pas l'impression qu'en passant 1 heure et demie par semaine, je vais progresser assez vite pour avoir un niveau correct assez vite. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos surtout sur YouTube, de personnes qui expliquent comment elles apprennent le japonais. Et là, tout de suite, c'était les systèmes de flashcards, Anki, faire de l'immersion, etc. Tous les concepts un peu généraux de l'apprentissage des langues. Et j'ai découvert ça. Et je suis un peu tombé amoureux de ça, puisque à partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprendre le japonais sérieusement et je continue encore. Donc ça, c'était 1 an après notre voyage, je pense, que j'ai commencé à vraiment apprendre le japonais. Je ne sais pas si vous entendez l'avion. Mais du coup, voilà, 1 an après, donc en début 2021, on va dire, j'ai commencé à vraiment sérieusement apprendre le japonais. Et je crois qu'à l'époque, j'avais un streak, donc un nombre de jours consécutifs, qui démarrait début 2021. Et du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment adoré, je suis tombé dedans. À ce moment-là, je travaillais dans un travail de bureau à Paris. J'étais data analyst en gros. Et à côté de ça, je continuais d'apprendre le japonais. Avec ma femme, on avait pour projet de partir 1 an au Japon. Et pourquoi pas vivre au Japon. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai continué à apprendre. Et ensuite, on est parti au Japon 1 an, on est revenu. Et moi, à ce moment-là, j'ai décidé de changer de métier. Enfin, on était 1 an au Japon et en fait, on se posait la question, est-ce qu'on veut rester plus longtemps ici ? Et en fait, on s'est dit qu'on aimerait bien changer de travail et que c'était peut-être mieux de rentrer en France pour changer de travail, quitte à revenir plus tard au Japon. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on est rentré. Moi, je suis devenu professeur de français. J'ai commencé cette chaîne YouTube et j'ai commencé à donner des cours de français. Après ça, du coup, j'ai commencé à aussi vouloir apprendre le portugais, tout simplement parce que je suis moitié portugais. Alors, ma mère est née en France, mais mes grands-parents étaient portugais et une bonne partie de ma famille maternelle, donc la famille de ma mère, est encore au Portugal. Et c'est pour ça que j'ai voulu apprendre le portugais. D'autant qu'à ce moment-là, je me disais, j'apprends le japonais, j'ai un niveau, je commence à avoir un niveau bien intermédiaire. Le japonais, c'est très difficile, donc je me suis dit, je vais apprendre le portugais assez facilement et ça va être vite expédié, entre guillemets. Je vais vite avoir terminé avec le portugais. Et c'est pour ça qu'en octobre, je crois que c'était en octobre, j'ai fait des vidéos où je disais je me donne 3 mois pour apprendre le portugais pour pouvoir parler avec ma famille. Et le fait est que je n'ai pas réussi pour plusieurs raisons. Mais du coup, même si je n'ai pas réussi ce défi entre guillemets d'apprendre en 3 mois, je continue d'apprendre le portugais parce que j'ai toujours envie de savoir parler portugais. Je n'ai pas réussi pour plusieurs raisons, mais je pense que la raison numéro 1, c'est que je n'ai pas consacré assez de temps à l'apprentissage du portugais. Je le répète souvent, mais apprendre une langue, avant tout, ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'avant de se demander si on est doué pour ça ou pas, il faut juste savoir est-ce qu'on a envie de passer du temps à apprendre une langue. J'ai plutôt envie de dire que oui, ça vaut le coup, qu'il ne faut pas trop se mettre la pression au début, mais dans tous les cas, il faut accepter que ça prenne du temps. Et ça, je pense que c'est mon problème principal actuellement sur l'apprentissage de ces 2 langues, c'est le temps. Le temps tout simplement parce que déjà, je donne des cours de français, donc je travaille. Je suis en train de créer un peu une plateforme, donc ça me demande du temps aussi. On a les conventions avec ma femme, donc on est allé en Belgique, en Allemagne. Là, on est à Paris. On va en faire une à Paris. Ça demande beaucoup de temps, le week-end notamment. Et j'ai 2 langues à apprendre. Donc j'ai le japonais et le portugais. Et ça, du coup, c'est vraiment pour l'instant ce qui me freine un peu dans cet apprentissage. Enfin, ce qui me freine, c'est plutôt ce qui explique pourquoi je ne progresse pas plus vite.
c'est que je ne passe pas assez de temps à apprendre. Et dans une vidéo précédente, je disais qu'il faut être en accord avec soi-même, il faut être d'accord avec le fait d'apprendre plus ou moins lentement. Et là, actuellement, je suis tout à fait en accord avec le fait que je ne progresse pas très vite. Ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai commencé à apprendre le portugais, en fait, ça m'a remotivé à apprendre le japonais. Et du coup, quand j'ai commencé le portugais, très rapidement, j'ai passé beaucoup plus de temps à apprendre le japonais. Et là, récemment, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, j'ai envie de passer plus de temps sur le portugais parce que je me dis, bon, j'apprends le portugais à un niveau B1, voire B2 max. Et comme ça, c'est fait, je peux parler avec des portugais, pas de manière parfaite. Désolé, il y avait quelqu'un dans la maison, je suis juste allé voir qui c'était. Mais je disais que là, récemment, c'est plutôt l'inverse. C'est que je me suis dit, j'ai envie d'avoir un bon niveau en portugais. Comme ça, après, je me mets moins la pression euh, par rapport à ça. Et je peux passer plus de temps à apprendre le japonais. En sachant que le portugais, je me dis, bon, je pourrais continuer d'apprendre en lisant des livres ou en écoutant des podcasts, mais sans être autant concentré dessus. Et du coup, voilà, actuellement, je passe plus de temps sur mon portugais. Mon objectif, c'est d'avoir un niveau correct en portugais et c'est aussi d'avoir un bon niveau en japonais. Ça, c'est vraiment mon objectif numéro un. Mais la réalité, c'est que le japonais, c'est vraiment dur. Et en fait, je me suis posé la question plusieurs fois. Pourquoi est-ce que c'est aussi dur pour un, un Européen, un Français ou enfin un occidental, ou enfin une personne qui a une langue maternelle latine ou anglo-saxonne, on va dire. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est la structure. C'est que le japonais, ça suit une structure attendez, SOV, donc sujet, objet, verbe, alors que nos langues latines ou l'anglais, par exemple, c'est SVO, sujet, verbe, objet. En anglais, vous allez dire I eat an apple. En français, vous allez dire je mange une pomme. Et en fait, en japonais, vous allez dire watashi wa ringo o taberu. Vous allez dire I an apple eat. Quand je donne cet exemple, on peut se dire bon, d'accord, bon, c'est pas sorcier entre guillemets. C'est pas sorcier, ça veut dire c'est pas compliqué. C'est une expression pour dire oh, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Sauf que ça, c'est la forme d'une phrase la plus basique possible. Et en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que du coup, tout est comme ça, tout est inversé, la structure des phrases est complètement différente. Et je m'en suis rendu compte aussi en regardant des animés, en fait. Comme maintenant je comprends le japonais, je comprends plus le japonais, quand je regarde des animés avec les sous-titres en français, je me rends compte qu'en fait, ce que le personnage dit et ce que les sous-titres français affichent, ce n'est pas du tout la même chose. Tout simplement parce que si le personnage dit une phrase plutôt longue, en japonais, il va commencer par dire... il va faire le début de la phrase, mais en français, on va commencer par dire la fin. Je ne sais pas si je vais prendre le risque de donner un exemple, mais en fait, comme vous avez le verbe à la fin, nous, on commence par le verbe. Et du coup, on va dire « Ah, j'ai mangé une pomme avec ça là-bas et c'était comme ça, etc. » Et en fait, en japonais, vous allez dire « Ah, ça là-bas avec lui, etc. J'ai mangé une pomme. » Et enfin, une pomme, j'ai mangé. Et en fait, les informations, elles sont complètement inversées, ce qui fait que c'est très difficile, c'est impossible d'avoir une traduction directe. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que les services comme Google Traduction sont moins fiables avec le japonais qu'avec l'espagnol par exemple. Bon, c'est des services qui sont fiables, c'est-à-dire que la traduction, un japonais va la comprendre, mais souvent quand on montre une traduction automatique à un japonais, il va dire « Ah, ouais, oui, je comprends, mais c'est un peu bizarre, c'est pas très naturel ou c'est trop formel, etc. » Et donc ça, la structure, c'est vraiment, je me rends compte à quel point c'est une difficulté parce que
Notre cerveau, il n'est pas du tout habitué et du coup, c'est vraiment un nouveau système à apprendre. Et pour ça, c'est très difficile. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucun mot qui ressemble au français. Et ça, je le vois en portugais, c'est que en portugais, tous les mots quasiment ressemblent au français. Et c'est pareil en anglais en soi. En anglais, vous avez beaucoup de mots qui ressemblent au français. Et c'est un énorme avantage pour apprendre le vocabulaire. Parce qu'au début, quand on apprend le japonais, tout sonne pareil, on ne fait pas la différence entre les mots. Et comme on nous dit ce mot, ça veut dire ça, on n'a aucun repère, on n'a rien pour l'enregistrer en fait. On n'a rien pour le raccrocher. La mémoire, notre cerveau, il aime bien raccrocher des informations à des informations qui existent déjà dans notre cerveau. C'est pour ça que par exemple, on va utiliser des moyens mémotechniques. On va créer une histoire à partir de choses qu'on connaît déjà pour intégrer une nouvelle information. Et ça, du coup, avec le japonais, c'est hyper difficile, tout simplement parce que tout est nouveau. Et souvent, on dit ce qui est difficile dans le japonais, c'est les caractères, donc c'est les signes, l'alphabet japonais. Et en fait, oui, c'est difficile parce qu'il y en a énormément à apprendre, mais d'un autre côté, c'est aussi plus facile ensuite pour apprendre. Tout simplement parce que le fonctionnement, après, c'est comme un puzzle. Quand vous connaissez les caractères, après, c'est un puzzle. Je prends souvent cet exemple, mais par exemple, en japonais, vous allez avoir le caractère de la montagne et le caractère du feu. Et du coup, si vous connaissez ces caractères, après, quand vous mettez montagne et feu ensemble, ça vous fait un nouveau mot et vous avez appris le mot volcan. Alors qu'en français, si je vous dis montagne, feu, si vous ne connaissez pas le mot volcan, vous ne pouvez pas le deviner. Donc ça, je pense que c'est un avantage du japonais qui rend la langue plus facile. En français, vous allez avoir ça, par exemple, avec... par exemple, si vous mettez D avant un mot, ça veut dire l'inverse. On va dire faire, to do, défaire, to undo. En anglais, ça va être UN, unfinished, unreal, je ne sais pas, mais bon. En français, ça va être un peu la même chose. Donc vous avez un peu ce système, mais dans une proportion beaucoup moins grande. Et pour ça, le japonais est plus simple. Mais du coup, je pense que quand j'ai commencé à apprendre le japonais, tout le monde dans la communauté d'apprentissage japonais, tout le monde dit faites de l'immersion, faites de l'immersion, faites de l'immersion. Et ça, je pense que c'est d'autant plus vrai que comme c'est une langue totalement différente, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de faire de l'immersion. Tout simplement parce que notre cerveau doit s'habituer à cette nouvelle structure de phrase, à ces mots de vocabulaire qui sonnent complètement différemment. Et ça, il faut obligatoirement passer par là. C'est un peu comme s'il fallait faire un reset du cerveau pour qu'il fonctionne dans un autre système. Faire une sorte de mise à jour pour qu'il fonctionne dans un autre système. Et du coup, pour ça, l'immersion, c'est vraiment hyper important. Et c'est un peu particulier parce que quand j'ai commencé à apprendre le portugais, du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse un maximum d'immersion. Et j'ai commencé à essayer de faire un maximum d'immersion. Et c'était un peu troublant parce que j'avais l'impression de comprendre assez facilement, de comprendre presque même des contenus natifs alors que je commençais à peine à apprendre. Le point positif, c'est que j'avais l'habitude quand je parle de la lecture pour apprendre de l'immersion, etc., le point important, c'est de ne pas chercher à tout comprendre à 100%, mais d'essayer d'avoir un peu le fil rouge de l'histoire, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans l'histoire, le sujet de la vidéo, etc. Et ça, du coup, en portugais, j'avais un peu cette démarche de me dire, bon, je ne comprends pas tout, mais je vois à peu près ce qu'ils disent. Et ça, c'était un peu bizarre parce que du coup, très vite, je suis arrivé à cette frustration qui est le fameux « je comprends, mais je ne peux pas parler ». Le je comprends, mais je ne peux pas parler », c'est très frustrant parce qu'on a l'impression de connaître la langue, mais ensuite, on ne peut pas l'utiliser. Et en fait, récemment, j'ai commencé à adopter, enfin non, pas récemment,
Au début, j'ai commencé à faire un peu de conjugaison et récemment, j'ai commencé à faire un peu plus de grammaire aussi. Pas vraiment de la grammaire comme on l'entend, je ne lui ai pas demandé de m'apprendre des phrases toutes faites, mais j'ai demandé à l'intelligence artificielle, donc à Claude en l'occurrence, j'ai demandé de me donner des phrases à traduire pour me faire travailler différents points de grammaire. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose du portugais finalement. Je ne connaissais pas vraiment son fonctionnement. La première chose, bien évidemment, c'est la conjugaison. C'est-à-dire qu'il y a des formes de verbes et si je ne sais pas les utiliser, forcément, je ne vais pas pouvoir parler. Mais même au-delà de ça, il y a des formes de phrases. Par exemple, il y a beaucoup de verbes qui utilisent un article après. En français, on va dire « je pense à quelque chose »,« je pense à ». Si vous dites « je pense de quelque chose », ce n'est pas correct. Et ça, je me suis rendu compte, du coup, en portugais, je ne le connaissais pas du tout. Et en fait, j'ai commencé à faire ça. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à avoir une approche un peu plus théorique, j'ai commencé à me demander si l'immersion n'était pas suffisante justement pour le portugais. Est-ce que ce n'est pas suffisant de juste écouter et juste regarder des podcasts ou des vidéos comme ce que vous êtes en train de voir? Et en fait, je pense que le piège des langues qui sont ressemblantes à notre propre langue maternelle, quand on fait de l'immersion, c'est d'avoir l'impression de comprendre. Je m'explique. On peut comprendre quelque chose de manière générale, mais ça ne doit pas nous empêcher d'essayer de tout comprendre. C'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait de l'immersion, il faut toujours essayer de faire un effort. C'est-à-dire que si on comprend le sujet global de la vidéo, on va se poser la question, est-ce que je comprends toutes les structures qu'il y a? Est-ce que je comprends les conjugaisons des verbes, par exemple? Et ça, je pense que c'est un peu contre-intuitif parce que quand on écoute et qu'on a l'impression de comprendre, on se dit, c'est bon. On ne se dit pas je maîtrise, mais on se dit bon, c'est bon, je comprends, donc je n'ai pas besoin de me concentrer davantage. Et en fait, je pense que c'est un piège dans lequel je suis tombé, c'est d'être presque un peu fainéant et de juste écouter, faire de l'immersion de manière un peu passive et finalement que je ne m'améliore pas vraiment en portugais. Et du coup, maintenant, du coup, pour ça, j'ai commencé en fait directement à parler avec quelqu'un en portugais. Donc, il y a en fait je ne sais pas si cette personne, je ne sais pas si il s'appelle Béné, je ne sais pas si Béné regarde ces vidéos, mais en tout cas, il m'a contacté sur Instagram pour qu'on fasse des appels en portugais et en français. Et en fait, quand je me suis dit, bon, il faut que je commence parce que j'ai l'impression de stagner et mon objectif, c'est quand même de pouvoir parler en portugais. Donc, je vais essayer et on va voir. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que voilà, je manquais un peu de théorie et que ça me freinait parce que d'un côté, je manquais de cette théorie et de l'autre, quand je faisais de l'immersion, je n'avais pas l'impression de manquer de cette théorie. Tout simplement parce que j'avais une approche plus passive, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que pour le japonais, ça ne m'a pas du tout fait ça. Tout simplement parce que le japonais, je ne peux pas à peu près comprendre. C'est soit je comprends, soit je ne comprends pas du tout. Tout simplement parce que les mots, ils ne ressemblent pas au français. Et ça, je pense que c'est un peu le faux piège, un piège, une fausse impression qu'on peut avoir quand on apprend une langue qui est similaire à la nôtre. C'est un peu d'avoir cette idée de se dire, bon, c'est bon, je comprends, alors qu'en fait, on ne comprend pas vraiment. Et ça, quand c'est une langue difficile comme le japonais, le mandarin, le coréen par exemple, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas du tout. Et donc ça, je pense que c'est un peu la différence entre ces deux langues et c'est ce dont je me suis rendu compte récemment. C'est que finalement, cette approche 100% immersion, ce truc de ce discours où des fois on dit la grammaire c'est nul, etc., je suis un peu en train de faire machine arrière, de prendre un peu de
de recul pour me dire que finalement, ce n'est pas si mal de passer un peu par la théorie, parce que juste l'immersion, si on n'est pas pleinement concentré, on peut avoir une fausse impression. Et du coup, maintenant, j'ai plus cette approche avec le portugais. J'ai plus cette approche de me dire, bon, ok, demain, si j'ai envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et je fais ça quand j'ai l'appel avec la personne avec qui je parle en portugais. Mais du coup, ça me force en fait à me poser la question, mais est-ce que je sais dire je peux manger quelque chose, par exemple? C'est tout bête, hein, mais... Et en fait, là, tout de suite, ça va poser les questions un peu plus théoriques de dire, non, ce verbe, ça s'utilise comme ça. Je pense que, en portugais, on va dire eu acho que. Eu acho que. Et du coup, là, j'apprends plus le bloc et j'ai une approche peut-être plus théorique que juste écouter et après parler, mais ça me permet d'améliorer mon portugais, tout simplement. Donc voilà, c'était plus mon point, c'était plus là-dessus, c'était que finalement l'apprentissage des langues c'est assez unique d'une langue à l'autre et qu'il ne faut pas, si vous sentez que vous stagnez, il ne faut pas hésiter à essayer des choses un peu différentes. Si vous avez l'impression de comprendre facilement toutes ces vidéos, essayez de vous demander est-ce que je peux faire autre chose pour soit aller sur du contenu plus difficile, soit pour mon expression, essayer de dire des choses différentes. Et pour ça, ça va être choisir des sujets qui vous intéressent, choisir des sujets sur lesquels vous avez envie de parler. Et si vous n'avez pas de quelqu'un avec qui parler, vous pouvez vous imaginer faire une interview en français où un Français vous demande mais qu'est-ce que tu penses de quelque chose. Et il faut que ce soit un sujet qui vous intéresse à tout prix. Si vous êtes américain, le plus facile, c'est imaginer un Français qui vous dit « Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump ?» Ça peut être positif comme négatif, hein. Ce n'est pas mon problème. Mais déjà, c'est une question qui est très probable en France si vous êtes américain. Donc, il y a de grandes chances pour que vous soyez intéressé par la politique et il y a de grandes chances pour que ce sujet vous intéresse. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va vous permettre de parler d'un sujet qui vous intéresse. Et ça, c'est hyper important parce que si vous ne vous projetez pas dans ce que vous allez dire, ça ne va pas marcher. Et je m'en rends compte avec le portugais, où au début, j'essayais de dire un peu des phrases bateau. Et là, notamment aujourd'hui, avant mon appel avec Béné, avec la personne avec qui je parle portugais, j'ai préparé quelques points et j'avais envie de vraiment les dire. Et sûrement que j'ai dit n'importe comment, mais au moins ça m'a permis de vraiment avoir envie et de m'exprimer. Et ensuite, à partir de ça, je vois ce que je ne comprends pas pour travailler et pour après, dans l'immersion aussi, essayer de repérer les choses que je ne comprends pas à 100%. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment quasiment sans script. C'était peut-être moins organisé, moins structuré que les vidéos précédentes, plus à l'ancienne, enfin plus comme les vidéos il y a quelques mois. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour me soutenir. Vous aurez les 3 PDF sur Patreon pour les membres Patreon et vous aurez le script accessible gratuitement également sur Patreon. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.